Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une idée vraiment puissante tirée du best-seller de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Une idée qui pourrait bien remettre en question tout ce qu'on croit savoir sur l'argent. Alors, c'est parti. Comment ça se fait que certaines personnes criment toute leur vie et restent fauchées, alors que d'autres semblent bâtir des fortunes comme ça, sans effort apparent? La réponse, selon Kiyosaki, elle n'est pas dans le travail acharné, mais bien dans la mentalité. En fait, Kiyosaki base toute sa philosophie sur l'observation de ses deux pères. Le premier, son père biologique, était un homme très éduqué, plein de diplômes, mais il était constamment en difficulté financière. Le second, le père de son meilleur ami, avait fait très peu d'études, mais il était millionnaire. On a là deux figures qui incarnent deux visions du monde radicalement opposées. Allez, on attaque la première leçon. Et attention, c'est peut-être la plus contre-intuitive de toutes. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ça semble complètement paradoxal, dit comme ça, n'est-ce pas? Voyons un peu ce que ça veut vraiment dire. Et voilà, on met le doigt sur le cœur du problème. Tout notre système éducatif est conçu pour faire de nous de bons employés, pas des individus financièrement libres. On nous apprend à chercher la sécurité d'un bon boulot, mais jamais, au grand jamais, à créer de la richesse. Là, la différence de perspective est juste énorme. La mentalité du père pauvre se focalise sur la recherche d'un meilleur salaire. La mentalité du père riche, elle, est obsédée par une toute autre question. Comment créer un système qui génère de l'argent sans que j'ai à y être? On voit bien que ce n'est tout simplement pas le même jeu. On passe à la deuxième leçon et elle est fondamentale. Pour jouer au jeu de l'argent et surtout pour le gagner, il faut en connaître les règles et le vocabulaire. C'est ce qu'on appelle tout simplement l'éducation financière. Et voici peut-être la règle la plus simple et la plus puissante de tout le livre. C'est clair et net. Les riches achètent des actifs, les pauvres et la classe moyenne, eux, achètent des passifs, en pensant très souvent qu'il s'agit d'actifs. Alors, un actif, c'est quoi au juste? La définition de Kiyosaki est brillante de simplicité. C'est tout ce qui met de l'argent dans la poche. C'est un flux de revenus qui arrive de manière constante. Et à l'inverse, bien sûr, un passif, c'est tout ce qui fait sortir l'argent de la poche. Et c'est là que ça devient délicat. Beaucoup de gens considèrent leur résidence principale comme leur plus grand actif, alors qu'en réalité, avec le crédit, les taxes et l'entretien, c'est bien souvent leur plus grand passif. La différence est donc limpide. D'un côté, on a les actifs qui génèrent un revenu, l'immobilier locatif, les actions, une entreprise qui tourne. De l'autre, les passifs qui créent des dépenses, le crédit de la voiture, les dettes des cartes de crédit. L'objectif est simple, faire en sorte que les revenus générés par les actifs couvrent largement les dépenses créées par les passifs. Et ça, c'est un point absolument crucial. On peut être un médecin brillant, un super ingénieur ou un prof génial et être complètement stressé financièrement. L'intelligence professionnelle ne garantit en rien l'intelligence financière, or, c'est bien cette dernière qui mène à la liberté. Bon, maintenant parlons d'un aspect qu'on néglige souvent, la psychologie. L'argent est un sujet très émotionnel, et Kiyosaki a identifié deux forces qui empêchent la plupart des gens de s'enrichir. Ces deux forces, ce sont la peur et la cupidité. La peur de perdre de l'argent est tellement puissante qu'elle paralyse la majorité des gens. Elle les empêche ne serait-ce que de commencer à investir. Et à l'autre extrême, on a la cupidité, ce désir de gain rapide et facile qui pousse à prendre des risques insensés et qui mène, bien souvent, à la ruine. La vraie différence, ce n'est pas que les riches ne ressentent pas la peur. Bien sûr que si, ils la ressentent, comme tout le monde. Mais au lieu de se laisser contrôler par elle, ils apprennent à la gérer, à l'analyser et à agir de manière stratégique, malgré cette peur. Et c'est ça qui change tout. D'accord, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, comment on fait? Quels sont les outils, les leviers qui permettent concrètement de faire travailler l'argent pour soi? Ce chiffre, il est juste énorme. 80% des gagnants au loto finissent fauchés, voire plus endettés qu'avant, en moins de 5 ans. C'est quand même la preuve ultime que l'argent seul, sans l'intelligence pour le gérer, est non seulement inutile, mais il peut même être dangereux. Ça, c'est une autre pépite de la philosophie du père riche. Il conseillait de choisir des emplois non pas pour le salaire, mais pour les compétences qu'on peut y acquérir, la vente, le marketing, la négociation. Parce que ce sont ces compétences et non le chèque de paie qui construisent la richesse sur le long terme. L'objectif final de toute cette stratégie, il est simple. C'est d'arriver au point où l'argent devient notre employé le plus dévoué et le plus efficace. Un employé qui travaille 24 heures sur 24 pour générer encore plus de revenus. Très bien. Tout ça est fascinant, mais par où est-ce qu'on commence? Passons maintenant à des actions concrètes que l'on peut mettre en œuvre dès aujourd'hui pour amorcer cette transformation. Voici 3 étapes toutes simples pour commencer. Premièrement, faire son bilan personnel.
lister ses revenus et ses dépenses, et classer chaque élément en actif ou en passif. C'est le meilleur moyen de voir où va l'argent. Deuxièmement, s'éduquer. Lire un article, regarder une vidéo chaque jour. Et enfin, commencer à investir, même avec des sommes minuscules. 20 ou 50 euros par mois, ça suffit pour créer l'habitude. Pour aller plus loin, il faut retenir 2 points. Le plus important, ce n'est pas le montant, c'est de créer l'habitude d'investir régulièrement. Et tout aussi crucial, il faut s'entourer de personnes qui partagent cette mentalité de croissance, parce que notre environnement financier détermine en grande partie notre trajectoire. En fin de compte, le message de Kiyosaki se résume à ce choix. Soit on apprend les règles de l'argent pour le maîtriser, soit on ignore ces règles et on en devient l'esclave toute sa vie. Il n'y a pas d'entre-deux. On peut donc conclure avec cette question finale, la seule qui compte vraiment. Après avoir entendu tout ça, chacun peut se demander honnêtement, est-ce que mon argent travaille pour moi ou est-ce que c'est moi qui travaille pour lui ? La réponse pourrait bien changer en avenir.